Je pense que devant mes amis de toujours, les éleveurs, ceux qui sont en présence des hautes terres, qui pratiquent la transhumance, l'élevage, avec des brebis, des vaches, des chèvres, font du vrai fromage, je crois pouvoir dire, me livrer tranquillement. La situation du monde n'a pas besoin de beaucoup de commentaires. Personne aujourd'hui n'est capable de dire ce qu'il va advenir. Vous le savez, vous qui me connaissez bien, il y a 30 ans que je décris, malheureusement, dans le silence de tous les déserts, ce que nous risquions. D'abord avec le Covid. Maintenant, avec cette agression, ce que nous risquions parce que nous avions oublié que l'humanité est l'humanité et que l'humanité a toujours été tragique et qu'il n'y a que la civilisation qui nous a élevés au-dessus de la bestialité dont nous venons, de la férocité du « je te mange parce que je suis plus fort ». Il faut que nous soyons tous derrière l'Ukraine. Il faut que nous soyons tous derrière ceux qui souffrent, parce qu'ils commencent, mais la suite vient chez nous. Compte tenu de l'incroyable imbroglio, d'une finance folle, Confucius aurait dit, la finance doit être au service de l'homme et pas le contraire. Nous avons des montages et des croisements tels qu'ils ont pris le dessus sur nos malheureux États et nations. Et nous ne sommes que des spectateurs obligés de suivre sur les médias l'évolution de la situation. Et nous sommes des hommes de paix. Je crois, j'avais dit il est minuit moins 10, il est minuit maintenant. C'est avec des hommes comme nous, ceux qui sont restés fidèles à des terres qu'ils ont toujours aimées, ouverts sur la ville, ouverts sur les banlieues, ouverts sur le monde entier, que nous pouvons retrouver ce qui nous manque le plus, la rencontre de l'homme avec l'homme. Là, je voudrais simplement dire que, bien entendu, tout ceci va avoir des répercussions considérables pour les paysans. Nous importions déjà 60% de tout ce qui est fruits et légumes. Pour un pays comme la France, c'est proprement inimaginable. Nous importions 40% de la viande carnée. Je n'ose pas parler du lait parce qu'il est pratiquement impossible de s'installer. 100 000 exploitations ont disparu dans les 10 dernières années. Autant vont disparaître. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il est impossible de s'installer alors qu'il y a tant de terres, qu'il y a tant de lieux à aimer, à chérir et à exploiter. Seulement une bureaucratie que nous avons mise en œuvre ou que nous avons laissé se mettre en place s'est installée. Et il est rigoureusement impossible de gagner sa vie avec le produit de ce que l'on élabore et de ce que l'on fabrique avec amour. Je veux lancer campagne de France, grande cause nationale, un grand débat que je prépare dès maintenant. Je le ferai avaliser par un référendum, de façon à ce que le 16e arrondissement, je le prends comme symbole, vote aussi, parce qu'il s'intéresse tout autant que nous, sans que nous le sachions, à notre avenir. Parce que nous sommes précisément l'avenir. C'est chez nous que 60 à 70% des métiers de demain se trouvent. Nous avons des espaces considérables sur lesquels nous pouvons à la fois produire et créer des métiers nouveaux. Pour les campagnes de France, je mettrai une dotation de 3 à 4 milliards que je prélèverai sur la dotation que la France verse à l'Union européenne. Nous versons actuellement 22 à 23 milliards. Il faut réorganiser entièrement la PAC
Mais pour cela, il faut que la France retrouve un brin de souveraineté, ce qui est peut-être possible par le biais de l'évolution de l'Europe actuelle. Chaque fois que la France s'est redressée, et elle a commencé par son agriculture, je veux créer par exemple le ticket paysan, le ticket agricole, comme on a le ticket à l'université, enfin, ce qui vous permet d'aller dans une ferme et puis de pouvoir acheter à des prix plus justes, mais qui vous permettent de gagner un petit peu plus le juste prix de votre rétribution. Une partie est payée par l'État, l'autre est payée par l'entreprise ou le comité d'entreprise. Vous voyez, deux idées. Je crois qu'il faut trouver, en attendant que la situation se stabilise, il faut trouver un moyen, comme dans les années 60, de financer celui ou celle qui s'occupera de la famille et d'élever les enfants. Parce qu'en agriculture, peut-être d'une manière beaucoup plus terrible qu'ailleurs, se pose la question, surtout dans les petites exploitations agricoles, qui sont notre art de vivre, la question des moyens financiers. Or, un paysan tout seul, un agriculteur tout seul, ne peut rien. Donc en attendant, il faut apporter un peu de financement pour que tout puisse redémarrer. Enfin, il faut faciliter l'installation des jeunes. Aujourd'hui, reprendre une exploitation, je le disais, est impossible. Il faut rémunérer les frères et sœurs qui sont partis à la ville et qui ont fait leur vie avec des compagnes ou des compagnons de vie qui imaginent que la propriété vaut une fortune, alors qu'elle ne vaut rien malheureusement. Il faut réinvestir légèrement, mais réinvestir d'une manière pragmatique pour faire du bon, du vrai, du beau. Enfin, je ne veux plus que les hommes et les femmes qui ont fait le choix douloureux de vivre dans les montagnes soient perturbés par des loups, des ours ou des lynx. Ce n'est simplement pas possible. Nous sommes dans le Béarn. Nous avons tout essayé. Eh bien, vous n'y changerez rien. Un loup ou un ours, c'est fait pour manger une brebis. Avant, il y avait 4 ou 5 personnes dans la même exploitation. Aujourd'hui, il n'y en a qu'une. Elle est en haut, elle est en bas, elle est en ville, elle est partout. Elle ne peut pas y arriver. Il y a, Dieu merci, assez de territoires vierges pour qu'on y mette des loups, des ours et des lynx et qu'on laisse ceux qui constituent une signature pour la France continuer à faire leur travail. Voilà 3 exemples que j'ai voulu très concrets pour vous dire, chers amis, que votre combat n'est pas vain. Mais au lieu de le faire semblant de l'écouter, de le traiter, moi je le prendrai avec vous à bras-le-corps. Vive l'agriculture à la française, vive la République, vive la France. Une question, est-ce que quand même, toute la situation en Ukraine, la campagne présidentielle française, elle n'est pas passée un peu au second plan dans la préoccupation des Français? Oui, pour l'instant, c'est évident. Mais il reste 40 jours, je crois. Donc, si nous ne sommes pas capables, en 40 jours, de faire entendre les diverses sensibilités d'une France totalement désunie, d'une France en petits morceaux, au moins coupée en deux, mais beaucoup plus, eh bien, je ne vois pas comment le nouveau président, fût-il le président sortant, ce qui est loin d'être fait, pourrait administrer ce pays qui n'aura pas connu le moindre débat après le Covid et après cette crise. Parce que ce qui se passe là-bas, et je le disais à l'instant, va bien sûr arriver chez nous. La terrifiante corrélation des moyens financiers qui existent un peu à la surface du monde, concentrant des fortunes qu'on n'a jamais vues à ce jour, font que, invariablement,
Poutine a quand même été patron du KGB quelques années. Il sait comment ça fonctionne. Il ne tombera pas sans parler. Et s'il parle, c'est chez nous que nous verrons les répercussions. Et je pense, j'espère de tout mon cœur, qu'elles ne seront pas nucléaires, mais leur capacité de destruction n'en sera pas moins terrifiante. Comment vous envisagez la suite de votre campagne? Il paraît que vous allez partir en itinérance. Oui, je vais partir en itinérance. Demain, j'enregistre mes bulletins de campagne, comme tous les autres. Et ensuite, nous avons choisi, si la banque ne nous fait pas défaut, vous savez que la dernière fois, le Crédit Agricole m'a laissé tomber en rase de campagne, ce qui fait que j'ai dû faire la campagne la moins chère de la Ve République, 223 000 euros contre 22 millions à Fillon, 17 à Macron, déclaré, après le reste je ne connais pas. Et moi, j'ai archi-battu Arlette Laguillet, qui jusque-là détenait le record. Donc, si ma banque ne me laisse pas tomber, j'ai prévu effectivement d'équiper un car avec un podium mobile, de façon à pouvoir organiser partout où nous passerons le débat vital dont ont besoin nos compatriotes. Il faut qu'on puisse parler de tout ce qui a fâché et de tout ce qui a bloqué. Parce que lorsque on parle à quelqu'un qui écoute, on ne sait plus écouter, on se libère d'un poids et on est prêt à l'écouter à son tour. Donc des cars Jean Lassalle. Oui, résistant, c'est mon mouvement, Jean Lassalle, avec une jolie couleur bleue. Vous allez faire le Tour de France? Le Tour de France, j'ai peut-être pas le temps, mais comme je l'ai déjà fait à pied, je pense malgré tout que les Français chez lesquels je ne passerai pas seront susceptibles de me pardonner. Est-ce que vous pensez que les sujets de la ruralité et de l'agriculture que vous venez de défendre, justement, arrivent à percer dans le débat public, et comment arriver à imposer ces thèmes? Pour l'instant, ils ne passent pas du tout. D'ailleurs, rien ne passe. Il n'y a pas que cela qui ne passe pas. Nous n'avons plus d'hôpital, nous n'avons plus de médecine, mais à part quelques petites déclarations, rien ne passe. Nous n'avons plus d'instruction publique. Nous n'instruisons plus nos jeunes Français. Comment voulez-vous que ça passe? Moi, je veux par exemple créer le service civique ou militaire pour le contingent de 700 000 jeunes du 20 septembre au 20 juin. 10 mois, non pas pour faire la guerre, mais pour se préparer, pour se rassurer. Et en même temps, pour que ça sert aussi de dissuasion vis-à-vis de ceux qui voudraient nous faire des misères. Je pars du principe que lorsqu'on se connaît, lorsque les jeunes des banlieues vont rencontrer ceux de mes campagnes, ceux du 16e, et qu'ils échangeront à la fin des 10 mois leur 06, leur mail, que je leur ai permis de passer tous les permis de conduire, comme c'était le cas jadis, d'aller apprendre le métier des armes, ou d'aller dans des hôpitaux ou des maisons de retraite, de reconstruire les campagnes, encadrées, et que je leur ai donné leur première fiche de retraite, eh bien, ils verront la vie tout autrement. Si on veut recréer une cohésion, je ne vois pas d'autre moyen que de s'en donner les moyens. C'est ma mesure la plus chère et c'est avec une immense mobilisation. Mais si je suis élu, ça veut dire qu'il y aura eu une immense mobilisation que nous pourrons le faire. Qu'est-ce que ça vous inspire, monsieur Lassalle, de voir tous les candidats à la présidentielle défiler au salon de l'agriculture? Vous dites, au moins ils se confrontent au monde agricole, ou alors c'est de la communication? Non, je pense qu'il y a quand même un fond de tradition bien établi. Le salon de l'agriculture est une institution en France. Il reste le respect d'un certain nombre de symboles et je crois que c'est un moment de ralliement pour
les Français, mais aussi les citoyens du monde. Parce que vous avez au Salon de l'Agriculture des hommes et des femmes venus de partout. Après, pendant une campagne, il faut quand même bien faire sa campagne quelque part. Il vaut mieux la faire de préférence là où il y a du monde que dans un désert. Donc au Salon de l'Agriculture, il y a du monde, c'est normal que nous y soyons. On voit que vous êtes très populaire, on vous demande beaucoup de selfies. Est-ce que vous pensez que cette popularité va se traduire dans les urnes et avec des votes? Écoutez, je vous le dirai dans 4 semaines. Disons que ce qui m'étonne dans la manière d'organiser la démocratie aujourd'hui, c'est que les instituts d'opinion aient pris une telle importance et que surtout, ils aient ainsi changé totalement la raison pour laquelle ils existaient. Ils étaient là pour renseigner l'électeur de l'évolution de la campagne. Aujourd'hui, ils sont devenus les principaux prescripteurs électoraux. Moi, je vois... Vous les supprimez, les sondages? Non, mais il faut faire en sorte que, d'abord, ils redeviennent plus indépendants. Or, ils appartiennent tous à des grandes boîtes privées. Ils risquent d'être éclaboussés, eux aussi, dans les semaines qui viennent. Parce que dans la déflagration qui n'est pas nucléaire, mais qui va être financière, les règlements de compte impitoyables qui va y avoir lieu, il va falloir voir tout ça. Et là, on se rendra compte qu'il y a un certain nombre d'hommes et de femmes qui, il y a 5 ans, allaient voter Lassalle, Jean Lassalle. Puis au dernier moment, il trouve un copain qui dit « mais Lassalle, mais il est à 1%. Ah oui, laisse tomber, j'y vais pas. » Ce n'est plus le rôle d'un sondeur d'opinion à ce niveau-là. Puis ce faux débat entre le fait de savoir si on devait retenir ce qui était très haut dans les instituts de sondage ou ceux qui auraient les 500 parrainages. Vous avez vu que moi, on ne peut quand même pas m'accuser d'être resté des jours et des nuits dans les studios de télévision, je les ai eus assez facilement. Et avec des mots terriblement émouvant. Est-ce que vous avez vu là n'est rien par rapport aux mots que j'ai reçus. Alors, on demande est-ce que c'est normal qu'on qualifie ainsi les candidats. Mais qui peut le faire d'autre? Il y a un collège de 44 000 élus au suffrage universel, donc 15 000 maires, qui sont au plus proche de la réalité des hommes et des femmes aujourd'hui, qui se déchirent, qui parfois se réconcilient un peu, qui tous les jours se mettent au tribunal. Le maire est là, et tout seul. Comment voulez-vous, alors que ses compatriotes détestent d'une manière générale les hommes politiques, détestent, les haïssent, parce que nous jurons au mois de mai et nous nous parjurons au mois de juin, ne tiennent pas en beaucoup plus grande estime les médias et qu'ils voient certains d'entre nous gesticuler jusqu'à minuit plutôt que d'aller voir le maire et l'élu pour lui demander « Qu'est-ce que tu attends de moi? Quel est ton problème ?» Bien, il ne faut pas s'étonner que dans ces cas-là, en effet, certains trouvent des difficultés. Et je clôturerai en disant, si un élu qui estime avoir la dimension pour conduire la France n'est pas capable de trouver 500 parrainages dans un collège de 44 000 parrains potentiels, c'est qu'il n'a pas grand-chose à faire là. Vous parlez de Madame Taubira? Je ne parle de personne, je parle simplement d'une réalité. Je ne prendrai pas Madame Taubira parce qu'elle a rendu d'éminents services à la France. C'est une grande dame, elle s'y est prise un peu tard. Non, ce n'est pas une affaire de personne, c'est un constat général de ce qui ne fonctionne plus. Quel bilan vous tirez des 5 ans d'Emmanuel Macron sur l'agriculture? Il a suivi la politique du chien mort au fil de l'eau. C'est-à-dire que il a fait « vas-y comme je te pousse ». Mais que pouvait-il faire d'autre? Il n'a aucune maîtrise sur la PAC. Or, la PAC a détruit l'agriculture française. La PAC est distribuée à
disons que je crois qu'il y a 1,5 ou 2% d'agriculteurs en France qui perçoivent 30% de la PAC. Mais que perçoit l'agriculture familiale? Donc ils ne pouvaient rien, comme en plus il n'y a plus une thune dans l'espace public. Vous n'avez pas, dans une administration, vous ne pouvez même pas changer le photocopieur, alors qu'on n'en a presque plus besoin. Comment voulez-vous qu'un président puisse infléchir? Je crois que c'est un changement de paradigme vers lequel il faut se réinstaurer. C'est la raison pour laquelle je lance campagne de France Grande Cause nationale et au préalable, je reconstruis l'État. Parce que l'État est un symbole très fort pour les Français. Jadis, on disait l'État c'est nous. Je n'irai pas jusqu'à la fameuse phrase de John Fitzgerald Kennedy. Avant de demander ce que l'État peut faire pour toi, demande-toi ce que tu peux faire pour l'État. Si vous trouvez aujourd'hui quelqu'un qui vous dit l'État c'est moi, dites-moi où il habite que j'aille le voir. Non, il faut que l'État redevienne ce symbole autour duquel s'est construite la France avec les provinces, les rois et Dieu dans un premier temps, quelques coups de guillotine plus tard avec les présidents. Le seul qui a disparu, et je ne sais pas comment on le remplace, c'est Dieu. Mais toujours est-il que, ma foi, on en est là. Voilà, donc il faut, je pense, reprendre les choses par le bon bout, réinstruire, retravailler ce que l'on appelle la citoyenneté, retravailler le vivre ensemble et retravailler l'exemplarité. La Ve République est une république basée sur l'honneur. Quand tu perds, tu ne gagnes pas. Tu t'en vas. Et je crois que si on recommence sur quelques principes ainsi, et on peut le faire avec l'État devenu symbole, mais aussi outil. Parce que si je suis président, je deviens le chef de l'État. Et l'État va me permettre de relancer la recherche à 4 ou 5% de budget, comme c'était le cas dans les années 60. Parce qu'il faut de toute urgence trouver la nouvelle énergie. Tout le monde saute sur sa table ou sur sa chaise comme un cabri. Réchauffement, réchauffement, mais qu'est-ce qu'on fait à part épouvanter le monde entier? Rien. Moi, je crois qu'il y a une grande chance avec l'énergie solaire. J'ai visité comme vous le four de Font-Romeu. Il a 65 ans. Je connais un petit peu la mer. Grâce à ce que nous avons récupéré aujourd'hui, nous avons 11 millions de kilomètres carrés. Quand on pense que la Chine, avec ses 1,5 milliard d'habitants, n'en a que 9 millions, nous avons quand même beaucoup de raisons d'espérer, mais nous ne faisons rien sur les mers. La différence d'amplitude thermique entre le ras des flots et 2000 mètres dessous. Nous sommes redevenus des nains en matière de recherche, à tel point que nous avions même perdu de vue l'idée qu'il peut y avoir des pandémies mondiales et qu'il puisse y avoir de nouveau des guerres. Petite question d'actualité, je vous parlais de Christiane Taubira qui va a priori abandonner, lui manque énormément de parrainage. Vous en pensez quoi? C'est dommage ou quelque part il fallait se mobiliser avant? Je pense que... Enfin, j'ai assez de commentaires à faire sur moi, sans en faire sur les autres. Pour moi, Christiane Taubira, c'est une grande dame, je la connais personnellement. Je n'y peux rien. C'est pas d'ici demain que je peux l'aider. Donc, et même si je pouvais, je ne le ferais pas, parce que c'est pas mon problème. Mon problème, c'est de savoir si je suis ou pas candidat, être ou ne pas être. Il suffit après de suivre les institutions de la 5e. Et c'est la raison pour laquelle je ne comprends pas que François Bayrou, avec lequel j'ai fait plus de 30 ans de vie commune, publique, se mette à distribuer des parrainages. Il n'en a pas le droit. Le parrainage est une affaire de grande sensibilité. Il donne la possibilité à un homme ou une femme, à un mouvement ou un autre, de participer au grand débat avec le peuple souverain,
mais ils ne le soutiennent pas. Par exemple, je donne mon parrainage à M. Poutou, mais je me soutiens moi-même. Et je ne vois pas, alors que c'est déjà assez difficile pour les maires, parce qu'ils ont des listes de plus en plus multicolores, obligés de tenir compte de beaucoup de sensibilités, ils voient leurs propres électeurs ne plus voter qu'à 60 ou 70%, eh bien eux, ils ne parrainent plus qu'à 30 ou 40%, ils s'alignent. Donc les règles sont déjà assez difficiles, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Merci.